bienvenue dans ce nouveau café de l'INAS. Alors aujourd'hui, le cœur de notre café, c'est SimPro. Mais on va découvrir tout de suite ce qu'est SimPro avec nos trois invités. Alors bonjour Madison. Bonjour Marc. Bonjour François. Bonjour Marc. Et bonjour Valérie. Bonjour Marc. Alors on va vous donner un peu plus la parole que juste dire bonjour. Alors je propose que Madison nous explique un peu qui elle est. Alors je suis professeure de langue germanique de formation. Ensuite j'ai réalisé un master en sciences de l'éducation. Et ici je viens d'intégrer le service de psychologie du travail. Et je réalise une thèse qui porte sur l'acquisition des compétences en gestion de risque au travers de la formation par simulation. Chez notre collègue Agnès Vandal. Exactement. C'est cela. François, bonjour alors. Qui es-tu ? Donc moi je suis ingénieur civil de formation diplômé à la faculté polytechnique de Lumons et je finalise actuellement une thèse sur l'analyse du langage non verbal. Donc ça fait une dizaine d'années où je travaille dans notre laboratoire et j'espère pouvoir mettre mon expérience à profit pour ce projet. Merci François. Alors Valérie, moi je la connais bien, mais Valérie, donc qui es-tu ? Donc, j'ai travaillé dans une école comme institutrice primaire et maternelle pendant plus de 15 ans, puis j'ai réussi le master en sciences de l'éducation et me voilà donc dans votre service pour réaliser une thèse sur la formation des enseignants et plus particulièrement la formation pratique. Alors, vous avez des parcours qui sont assez différents, hein, 2 facultés, 3 services d'enseignement et de recherche différents. Qu'est-ce qui vous unit ? Alors, il y a SimPro, mais c'est quoi cette affaire ? Alors SimPro, si on décortique l'acronyme, nous avons d'abord le SIM, car nous on s'intéresse aux simulations à visée de formation. Et puis nous avons la partie pro, car ces formations elles sont de nature professionnelle. Et tu veux dire quoi par professionnel ? C'est-à-dire qu'on va amener des personnes à acquérir des compétences donc pour exercer différentes professions, simplement. D'accord. Et Valérie, quelle profession ? Parce qu'il faut être un peu plus concret, là. Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre du projet Arc SimPro, on s'intéresse particulièrement à 3 professions. La première, c'est l'enseignement, donc apprendre à enseigner. La seconde est plus liée à la gestion des risques. Et là, je laisserai Madison rebondir. Et la troisième, c'est le métier de pharmacien en officine. D'accord, là aussi c'est très varié. Alors, les métiers de la sécurité, c'est quoi exactement concrètement ? Qu'est-ce que c'est la gestion du risque ? Oui, donc au niveau de la sécurité civile, nous, actuellement, on s'intéresse principalement à l'activité des pompiers et à la manière surtout dont ils vont gérer des risques. Donc on va aller observer des formations où les apprenants pompiers sont immergés dans des situations simulées où ils vont devoir, par exemple, intervenir en cas de désincarcération ou en gestion de crise. Oui, ça me rappelle un peu ce que Joachim de Sterck nous présentait dans un café. C'est oui. ça, c'est exactement ça. Et donc, je sais bien que du côté des enseignants, vous avez plutôt à faire des simulations au lieu dans des classes classiques, donc qu'on peut retrouver dans des écoles. Mais du côté de la sécurité civile, nous, les simulations ont lieu dans des espaces très variés. Donc, par exemple, on va aller dans des bâtiments désaffectés, dans des cinémas, des écoles ou sur la voie publique. D'accord. Alors je comprends bien qu'il y a 3 métiers auxquels on va s'intéresser, qu'on s'y prépare. Et puis j'ai aussi bien entendu l'histoire de la simulation. Qu'est-ce que la simulation vient faire là-dedans ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant la simulation ? Pourquoi on fait ça ? Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la simulation ? Donc, pour apprendre, c'est-à-dire que en fait, la simulation, c'est un dispositif de formation dans lequel on va immerger des apprenants. Donc, on va transposer une situation naturelle de travail en une situation simulée. Et les apprenants vont être immergés dedans. Et ils vont apprendre, on va dire, ils vont développer des capacités d'agir et de penser dans ces situations. Normalement, la simulation, elle doit se dérouler en 3 phases. Donc, on a d'abord la première phase, celle du briefing, qui va préparer la simulation et dans laquelle on va instaurer un climat de confiance, préciser les objectifs et présenter ce qui va se passer simplement. Puis, on a la séance de simulation à proprement parler. Et enfin, on a le débriefing. Dans le débriefing, donc, on vise l'apprentissage au travers de l'analyse de l'activité qui a été menée en simulation. Et à ce stade, je ne vois pas encore bien ce que François fait dans l'affaire, parce qu'on n'a pas parlé des ingénieurs. Qu'est-ce que toi tu fais, François, dans cette aventure ? Donc on a bien vu qu'il y avait un environnement dans lequel on travaillait, celui de la simulation professionnelle. Et donc mon implication dans ce projet, c'est d'aller un peu plus loin pour justement soutenir tout ce qui est analyse et donc permettre d'avoir un outil d'assistance à la formation. Et donc dans ce cadre-là, on va venir avec des technologies adaptées aux différents terrains, parce que comme on a bien vu, que ce soit avec le micro-enseignement chez Valérie ou tout ce qui est sécurité civile avec Madison, on est sur des terrains qui sont peut-être plus type laboratoire chez Valérie, plus dans un environnement naturel avec Madison. Et donc on a vraiment toute une réflexion par rapport à des outils
qui serait multiterrain et qui permettrait justement de fournir une assistance pour ces formations et pour la simulation. Et Valérie, vous attendez quoi, vous, d'outils techniques? Parce que pour l'instant, on ne voit pas encore très bien ce que sont ces fameux outils techniques ou technologiques. C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, dans le projet de recherche que nous menons, nous nous intéressons particulièrement aux formateurs. Et donc, ce qu'on vise, c'est d'outiller le formateur pour l'aider justement à mieux analyser, à trouver des indicateurs pendant le temps de la simulation et à pouvoir réinjecter pendant le débriefing des éléments pertinents qui vont soutenir l'apprentissage des élèves ou des apprenants plus généralement. Et ça peut être quoi ces indicateurs, Françoise? Qu'est-ce qu'on... Mais je peux peut-être, au niveau du micro-enseignement, par exemple, ce qui va nous intéresser, ce sont les déplacements physiques de l'enseignant, mais également le balayage oculaire. On a ces deux grands indicateurs. Alors, parce que les études nous ont montré en termes d'efficacité qu'un enseignant qui se dirige dans la classe, par exemple, pour aller soutenir un élève ou qui se rapproche parce qu'il y a un comportement perturbateur, ça va permettre justement de faire diminuer ce comportement. Même chose avec le balayage oculaire. La littérature nous montre bien en termes de gestes d'enseignement efficace qu'un enseignant qui balaye sa classe fréquemment est plus efficace qu'un enseignant qui est constamment, par exemple, sur ses feuilles ou qui a un regard dans le vide. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aider les formateurs à faire un bon diagnostic, à observer ce qui se passe dans la classe. Ça, je commence à comprendre. Hein. Mais en quoi est-ce que la technologie va nous aider là-dedans? Qu'est-ce que tu proposes? Et donc, comme Valérie l'a dit, il y a différentes pistes qui se sont dégagées assez rapidement au début du projet. Le suivi oculaire, tout ce qui est lié à l'eye tracking, le déplacement des personnes dans une salle, un enseignant, éventuellement les apprenants qui se déplacent. Et on a même une troisième brique technologique sur laquelle on va travailler, qui est plutôt orientée sur l'audio, sur la parole, pouvoir identifier d'où vient la source sonore, peut-être même aller jusqu'à la retranscription automatique de la parole. Et tous ces outils ont pour but justement de pouvoir mesurer de manière automatique, aller jusqu'à même l'analyse de certains éléments, pour justement simplifier le retour autour de la formation. Parce que par exemple, si on veut regarder le déplacement d'un enseignant dans sa classe, comme Valérie l'a dit, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui va demander également beaucoup de travail de la part des observateurs extérieurs, de prendre un carnet, noter pendant toute une demi-heure, une heure de cours, quels ont été les déplacements, quels sont le langage non verbal de manière générale du futur enseignant. Et donc, on travaille depuis plusieurs années dans notre laboratoire à Lysia Lab sur différents outils. Et donc, on est en train de piocher justement dans toutes ces briques technologiques pour pouvoir mettre à disposition certaines parties qui vont être utiles pour le projet afin de simplifier, d'automatiser une partie de l'analyse pour alléger la surcharge de travail des observateurs. Donc moi, comme formateur qui suis aussi l'observateur pendant la scène, parfois même j'interviens. Dans certaines simulations, le formateur intervient. Ça veut dire que vous allez m'offrir en fait une sorte d'interface qui va me permettre de retrouver des moments particuliers importants où il s'est passé quelque chose, je vais retrouver plus facilement, ou éventuellement me donner des valeurs. Par exemple, il y a des gens, on sait ça, hein, que certains de nos étudiants restent cramponnés derrière leur pupitre à regarder leurs feuilles, ou d'autres vont aller dans la classe et vont y aller de façon opportune, comme Valérie le disait. Hein, il y a un mouvement, il y a des élèves qui font du bruit, on va se rapprocher pour bien indiquer que ça ne va pas. C'est le genre de choses que vous préparez? Tout à fait. Il y aura donc bel et bien ces deux volets. La partie, bien sûr, résumée de ce qui s'est passé pendant une demi-heure, une heure, pendant en tout cas l'atelier qui aura été donné. Donc avoir des données quantifiables sur tout ce qui s'est passé durant cette période-là, mais également d'avoir des outils qui permettent d'aller cibler, pointer certains moments qui vont sortir un peu hors du cadre classique. Quelqu'un qui vient se lever alors qu'il n'est pas censé se lever, quelqu'un qui vient faire du bruit, crier ou que sais-je. Et donc, on travaille justement sur ces outils-là. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est possible d'aller pouvoir reconnaître de manière automatiquement certains éléments. Et justement, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va travailler pour le projet SimPro. D'accord. Alors, à l'école ou dans la classe simulée, on a un labo, c'est relativement bien fermé, on sait, mais Madison, toi, tu n'es pas tout à fait dans le même contexte alors? Non, donc c'est pour ça vraiment que là, nous sommes en train d'essayer de trouver des moyens de prendre ces technologies
qui fonctionnent dans le micro-enseignement pour les transposer dans mon domaine, donc de la sécurité civile. Qui est un domaine ouvert, C'est ça. où on va se déplacer, où peut-être Oui. les conditions physiques, C'est ça, donc, la chaleur, c'est l'humidité, donc vous compliquez encore un peu la vie de François, quoi. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, pour le moment, nous nous intéressons aux pompiers. Et là, il va falloir, on va avoir besoin d'outils capables de résister au feu, à l'eau, Ah au oui. sable, etc. D'accord. Je rajouterais même, comme le projet SIMPRO, c'est un projet ARC, donc Ouais. Action de recherche concertée, c'est là qu'on peut voir justement l'importance du côté multidisciplinaire. Et donc dans ce cadre-là, depuis le début, avec Valérie et Madison, on travaille ensemble pour prendre en compte un maximum de contraintes. On a bien vu chez Valérie, on est plutôt dans un environnement de type labo. Avec Madison, on a des contraintes extérieures beaucoup plus difficiles à cerner. Et donc, par exemple, au niveau du matériel, on a regardé pour avoir du matériel qui puisse résister aux éclaboussures, aux poussières, pour vraiment prendre le matériel qu'on valide pour l'instant au niveau du micro-enseignement, le mettre sur le terrain également dans un environnement plus difficile et garder toujours les mêmes méthodes qui auront été développées, juste faire attention aux contraintes des environnements. Mais ça doit être plus compliqué aussi que simplement une question de matériel, puisque dans une classe, les scripts sont relativement prévisibles. Il y a un enseignant, des élèves, éventuellement 2 enseignants, mais dans nos modèles, c'est souvent un enseignant. Mais là, on va se retrouver chez Madison avec plusieurs policiers qui ont le même statut, qui interagissent, qui bougent, etc. Donc on voit bien tout de suite le niveau de complexité, évidemment, qu'on va rajouter à l'affaire, hein, sans dire que les enseignants font un métier facile, mais par rapport à l'analyse de la situation, les situations sont plus ouvertes, sont aussi, je crois, plus inattendues. C'est des situations de crise. Nous, on espère que l'école ne soit pas en crise tout le temps, hein, donc c'est peut-être aussi l'avantage d'être plus dans des procédures plus routinières, on va dire. Donc on voit bien l'intérêt et la complexité de s'adapter, de jouer finalement avec ces 2 terrains, même 3, puisque j'ai compris qu'il y avait des pharmaciens et les pharmaciens d'officine qui allaient jouer, mais ça sera encore une autre histoire. On aura sans doute l'occasion d'en rediscuter avec les collègues qui doivent former les pharmaciens. C'est un beau défi de formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots des réalisations? Vous en êtes où là à peu près aujourd'hui? Il y a un an que vous boulotez. On voit bien l'importance du boulot à la fois sur comprendre ce qu'est la simulation, la formation des formateurs, les techniques, etc. Est-ce qu'il y a des réalisations que vous vouliez pointer déjà? Des choses qui sont bien avancées? Qu'est-ce que vous diriez? En tout cas, au niveau du micro-enseignement, on a déjà pas mal avancé et je dirais même plus précisément au niveau du débriefing, puisque moi, mon travail pendant cette année, ça a été de me focaliser sur le débriefing et sur la manière dont un formateur se saisit des objets qui ont émergé pendant la simulation et dont il les réinjecte pendant le débriefing. Et donc, on a réussi, à partir de plusieurs revues de la littérature, à proposer 3 modèles. Alors, c'est assez intéressant parce qu'actuellement, dans la littérature, le formateur est encore très peu étudié. Il n'existe pas non plus de modèle de guidage, la manière dont finalement le formateur guide l'apprenant, contrairement au temps de la simulation. Donc, ces modèles, ils sont entre guillemets à l'essai, mais ils partent en tout cas de la littérature et de ce qui est relevé comme efficace ou de ce qui se fait. Donc, le premier, il met en avant plutôt les déterminants communs avec les apprenants. Le second, il va lister toutes les catégories ou toutes les dimensions qui existent et qui font le métier de formateur en débriefing. Et puis le troisième va vraiment s'intéresser aux différents types de guidage par rapport à l'apprenant. Et puis en parallèle de ce volet théorique, il y a plusieurs expériences qui ont été faites aussi et qui ont mobilisé la technique de l'eye tracking ou de l'oculométrie. La première en micro-enseignement avec l'aide de François. Nous avons équipé des futurs enseignants avec des lunettes d'eye tracking et nous leur avons proposé d'avoir un débriefing enrichi, en débriefing 2.0, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir ce qu'ils avaient fait à partir des caméras qui étaient déjà dans le laboratoire de micro-enseignement, mais aussi avec un extrait filmé par les lunettes. Alors, pour le moment, on est en train d'analyser les résultats, mais en termes de satisfaction d'expérience et d'utilité perçue chez nos futurs enseignants du secondaire, puisque c'est vraiment eux qu'on a visés, on est vraiment très largement positif. Ils trouvent que le fait d'avoir ces 2 vidéos, c'est véritablement un atout et je dirais même, pour reprendre les mots d'un étudiant, c'est comme les 2 faces d'une même pièce finalement. Il y a une complémentarité à proposer, une vidéo plus générale et puis une vidéo avec une vue embarquée. Donc, vision subjective, vision objective en quelque sorte, et de se revoir jouer la scène. François, tu veux pointer une réalisation qui te tient à cœur ou sur laquelle tu travailles là maintenant? Une réalisation, non, parce que je pense que, comme on a dit, les 3 briques technologies forment un tout. Pour l'instant, on a surtout travaillé sur les briques liées au déplacement du futur enseignant dans sa classe et, comme Valérie l'a dit, à tout ce qui était suivi oculaire.
Et donc, on a été équipé la classe avec des caméras stéréoscopiques qui permettent justement chacune de pouvoir filmer en 3 dimensions. Et on est en train de reconstruire justement une scène globale avec les 2 caméras stéréoscopiques qu'on a installées. Et ça nous permet justement de pouvoir faire de la reconnaissance d'objets, de personnes dans cette salle, de pouvoir les suivre en fonction du temps. Et donc, à la fin, par exemple, de la séance, avoir une carte de déplacement, un peu comme les cartes de chaleur que l'on voit à la fin des matchs de foot, où on voit quels ont été les déplacements des joueurs. Et donc, sur des résultats similaires, on peut avoir une carte de déplacement des futurs enseignants, mais également des participants et élèves, ou dans le cadre de la sécurité civile, des personnes qui sont formées. Et puis, comme donc Valérie l'a dit, le côté eye tracking, qui a également été un challenge assez intéressant à mettre en œuvre, où on équipe là le futur enseignant, et ça nous permet justement d'avoir une vue comme si on était derrière les yeux de la personne. On peut utiliser bien sûr tout ce qui est théorie et outils liés à l'eye tracking, avec les saccades, les fixations. Donc ça nous apporte vraiment des informations très intéressantes sur la manière dont la personne gère sa classe. Et donc on a des résumés et des données très intéressantes. Et comme Valérie l'a dit, les retours jusqu'à présent sont très positifs. Et donc on est très motivés pour la suite du projet. Merci. Madison, tu veux pointer quelque chose, soit réalisé ou en cours de réalisation? Nous, du côté de la sécurité civile, on s'est plutôt intéressé à l'activité du formateur en simulation pour le moment. Et donc, on a effectué une revue de la littérature à ce niveau-là. Il en ressort que l'activité du formateur, en fait, elle peut être modélisée de 2 manières. La première manière de modéliser cette activité, c'est de la considérer comme une activité de régulation. C'est-à-dire que le formateur, il va réaliser différentes tâches prescrites pour atteindre certains objectifs. Et en fait, son activité, elle va dépendre de différents compromis qu'il va réaliser entre des pôles en tension. Et toutes les régulations qui vont être opérées vont être en lien avec ces compromis. Donc, si par exemple le formateur, il privilégie le profil des apprenants donc pour mener la simulation, le compromis va tendre vers ce pôle. Et ce pôle, en fait, il va influencer la manière dont le formateur va agir en simulation. La deuxième manière de modéliser son activité, c'est de la considérer comme une activité de gestion de 2 environnements dynamiques. Parce que le formateur, il doit gérer à la fois l'activité de l'apprenant et son rapport avec le contenu enseigné, mais aussi la simulation et l'évolution de la simulation. Et pour réaliser cette double gestion, le formateur, il va employer ce qu'on appelle des modalités de guidage. Donc Valérie en a un peu parlé, il y en a très peu ou pas pour le débriefing. Nous, on en a quelques-unes quand même. Et ce concept, en fait, il rassemble l'ensemble des actions du formateur pour modifier en cours d'action, on va dire, le rapport entre l'apprenant et la simulation. D'accord. Donc nous, pour le moment, c'est ce qu'on a fait. On a donc développé une typologie de ces modalités de guidage à partir de la littérature scientifique. Et on a commencé donc les premières observations de terrain. Voilà. D'accord, donc allier théorie, pratique, confronté au terrain, des terrains qui sont très complexes et avec ce soutien de la techno. Alors, on est au début de l'histoire, on est parti là dans le cadre de cette action de recherche concertée, interfacultaire, interservice pour quelques années, mais on peut vous suivre en fait, donc entre les moments où vous viendrez nous dire bonjour et nous présenter ce que vous faites, et on peut vous suivre où? On peut savoir ce que vous faites et voir l'actualité. Comment est-ce qu'on fait? Donc on a une page web qui regroupe justement toutes les activités, les communications qu'on fait autour du projet, et on va également y mettre les publications. Et donc le lien sera donné ici en dessous de la vidéo, et on vous invite donc à aller jeter un œil et à nous suivre. Et puis pour ceux qui veulent savoir ce qu'est eye tracking, reconstitution de scènes en 3D, etc., souvent une bonne image ou un bon petit film vaut mieux qu'un long discours. Et donc vous verrez de tout ce dont on a pu vous parler dans ces quelques minutes. Malheureusement, le temps passe très vite. En tout cas, merci à vous 3 et à très bientôt. Merci.